Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver 6 ans plus tard, parce que je vais vérifier, c'est même 6 ans jour pour jour, parce que c'était le 26 septembre qu'on s'était vu, donc presque jour pour jour. Très heureux d'accueillir Valentine Faure qui vient pour la première fois. Je dis déjà un mot, vous êtes journaliste, principalement actuellement au Monde, mais j'ai vu, on en reparlera tout à l'heure, que vous aviez aussi travaillé dans un magazine qui s'appelle Chic Fille, voilà, c'est ne pas, qui fait un écho à F Magazine, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, et vous aviez publié chez Grasset un ouvrage qui s'appelle « Lorsque je me suis réveillé, j'ai pris mon fusil », qui était inspiré, je n'ose pas dire l'affaire, ça me gêne toujours de présenter les choses comme ça, en tout cas le procès de Jacqueline Sauvage, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Et vous êtes en train de travailler, d'écrire un livre sur Benoît Groult dont on reparlera dans quelques instants. Et nous retrouvons donc notre marraine de cœur, Sabine, qui va nous lire quelques extraits. Donc je le disais tout à l'heure en introduction, nous célébrons cette année les 50 ans d'Ainsi soit-elle. C'est un texte, vous l'avez entendu dans le documentaire, qui a été très important dans la vie, dans l'œuvre de Benoît Groult. On va y revenir, parce que ce fut un best-seller, un véritable, pas simplement un succès éditorial, je pense aussi un succès culturel d'une certaine façon, qui a joué comme un révélateur de conscience chez beaucoup de femmes de lectrices de l'époque, et qui a surtout installé Benoît Groult dans ce féminisme tardif, comme elle le rappelle. On va y revenir ensemble. Avant d'en parler et avant de parcourir un petit peu les grands thèmes qui sont évoqués dans Ainsi soit-elle et qui nous permettent de remonter un peu le temps et d'aller vers les autres ouvrages, j'aimerais que Sabine débute cet entretien par un extrait d'Ainsi soit-elle. Il est de bon ton d'ignorer ou de dénigrer les féministes. Qui connaît leur histoire, leur visage? On préfère les croire laides, hommasses, hystériques, mal aimées, ce qui est faux. Le mouvement féministe, qui compte tant d'émouvantes figures, apparaît encore comme le combat de quelques vieilles filles refoulées et dévorées du désir de posséder un pénis, cette idée fixe des psychanalystes freudiens. Ce qui n'empêchait pas qu'on les traite simultanément de putains. L'inévitable injure. Technique du mépris aussi ancienne que les luttes féminines, puisque les deux premières militantes qui firent campagne publiquement pour les droits de la femme aux USA, Fanny Wright, fille d'un noble écossais, et Ernestine Rose, fille d'un rabbin, furent respectivement surnommées la prostituée rouge de l'infidélité et créature infiniment plus méprisable qu'une fille de joie. La réaction de la société devant celles qui se battaient pour leurs droits a été d'une constance admirable à travers les siècles. Aucune compréhension, aucune estime, pas de pitié et la répression par tous les moyens, le tout se masquant derrière un raisonnement parfaitement arbitraire dont on se demande comment il a pu servir si longtemps à justifier les privilèges des uns et l'obéissance des autres. Un raisonnement en forme de prison. Vous ne trouvez pas bizarre, dit la femme doucement, que notre destin à nous soit toujours une fatalité biologique ou une vocation, c'est-à-dire quelque chose qu'il nous est interdit de refuser? Mais c'est le Créateur qui l'a voulu ainsi, en vous faisant douce et passive. Et si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez récuser Freud qui a dit la même chose. Donc, jeune fille, ne luttez pas contre votre nature et contentez-vous pour votre bien des 3 magnifiques rôles que nous vous avons réservés. Si, magnifique, vous verrez. Et si vous ne voyez pas, c'est que vous n'êtes pas de vraie femme. Ça arrive, mais c'est une maladie que nous savons soigner. Premièrement, nous plaire grâce à votre beauté qu'il faudra soigneusement entretenir. 2, nous aimer grâce à votre capacité de vous donner, qualité qu'il faudra également cultiver. 3, nous servir enfin, nous et plus tard notre descendance. Vous commencez par le 1, période charmante, où vous aurez l'illusion d'être les reines. Avec un peu de chance, vous passez au 2 et le 3 arrive insensiblement et sans douleur. Vous serez étonnés et vous gagnez en prime notre cadeau bonus, le mariage, fait sur mesure pour celles qui, par suite d'une féminité bien assumée, doublée d'une éducation vigilante, ne savent aimer qu'en servant et servir qu'en aimant. En un sens, notez, vous avez de la chance, car ainsi vous évitez l'angoisse et les responsabilités qui sont le dur lot des hommes. Mais n'oubliez jamais vos devoirs, votre fonction sacrée, sinon vous tomberiez dans le ruisseau.
Il n'y a pas de milieu pour une femme. Même là, d'ailleurs, vous pourrez encore compter sur notre indulgence. Nous avons un emploi pour vous, dans ce cas, un joli métier féminin qui a inspiré des pages riantes à nos plus grands écrivains. Vous n'aurez pas grand trajet à faire. Le ruisseau est tout près du trottoir. Nous serons donc toujours là pour vous protéger, même dans la chute, car nous savons que vous êtes faibles et frivoles, et nous vous pardonnons d'avance. Je dirais même que nous vous aimons ainsi. Le seul cas pendable et qui justifierait que nous nous détournions de vous, c'est celui où, négligeant nos avertissements, vous voudriez nous singer et jouer des êtres libres, vous aussi. Vous n'êtes pas taillés pour ça. Nous vous le répétons depuis le début. Sinon, nous ne vous aimerons plus, et alors, vous serez très malheureuse, forcément. On va revenir sur ce ton et sur ce style qui appartiennent en plein à Benoît de Grout. Je voudrais simplement revenir sur Benoît de Grout en 1975, quand l'ouvrage paraît. Elle a souvent beaucoup redit, elle a 55 ans, elle a beaucoup insisté sur le fait que ce féminisme avait été tardif, enfin, le moins qu'on puisse dire est qu'il est tonitruant et explosif, on l'a entendu ici. Simplement, je voulais rappeler qu'elle était déjà connue, en fait, en 1975, puisqu'elle avait déjà publié 3 ouvrages avec sa sœur Flora Grout, dont le journal à 4 mains, qui avait connu un gros succès. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en écoutant beaucoup d'interviews, en lisant beaucoup de papiers, qu'on ne parlait pas souvent de Flora. Et je me dis que c'était peut-être l'occasion de le faire, puisque vous avez connu, j'imagine, votre tante. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de Flora Grout? Et peut-être nous dire, c'est l'intuition qu'on en a, c'est ce qu'elle dit dans le documentaire, est-ce que finalement, quand elle dit « j'ai découvert le féminisme tardivement », est-ce que cette écriture à 4 mains, ce n'était pas déjà du féminisme qui s'appelait, ce qu'elle appelle, elle, la sororité? Non, je crois pas. Je crois que ça n'avait pas grand-chose à voir avec le féminisme, l'époque du journal à 4 mains. Et maman était journaliste, donc elle était plus visible. Flora était mariée à un banquier anglais. Elle était donc beaucoup plus embrigadée dans sa vie de femme mariée. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles elle était moins visible que maman. Oui, et puis une autre raison, c'est que son second mari, c'était encore un Anglais, qui était ambassadeur, et donc elle a vécu en Israël, en Finlande. Elle était, là, à Paris, qu'un journaliste vous appelle pour faire une interview, c'était à l'autre bout du monde. Donc maman, Flora était moins visible que maman, et parce qu'elle était loin géographiquement, aussi, très vite. Et cette idée de la sororité oui, alors, mais c'était pas conscient. Oui, la question c'était ça. C'était pas conscient. Mais c'était quand même une façon de commencer à créer un groupe à 2, mais de sœurs, de femmes, et d'exister par elles-mêmes peut-être. J'imagine que c'était un début de démarche féministe, non? Toi qui es à l'extérieur. C'est passé par là en tout cas. C'est passé par là. C'est vrai que c'est pas du tout exprimé tel quel, mais c'est une expérience spécifiquement féminine de filles qui sont quand même déjà conscientes que quelque chose ne va pas. Voilà. Ça se voit déjà dans le journal à 4 Oui. Oui, c'est ça. Donc en 75 arrive Ainsi soit-elle, elle a 55 ans, et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est un formidable succès, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Comment est-ce que vous expliquez ce succès populaire, sachant que c'est dit à plusieurs reprises, on avait l'impression qu'en 1975, le féminisme était déjà une affaire de mode, quasiment une affaire passée, qu'il était réservé à des groupes, à des cercles intellectuels, et là, c'est un immense succès populaire. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Moi, j'ai une idée là-dessus très précise, et qu'Elisabeth Badinter, qui était une amie de mes parents, le raconte un jour. Elle dit: quand j'ai lu Ainsi soit-elle, j'étais dans ma voiture et je ne pouvais pas le lâcher, je me faisais klaxonner et insulter, mal baiser, ce qu'on dit aux femmes au volant, etc. Parce que Benoît, contrairement à Simone, qu'elle admirait autant que maman admirait Simone de Beauvoir, c'est génial, mais c'est quand même très sérieux, il n'y a aucun sens de l'humour. Maman a un sens de l'humour formidable. Et elle a une expérience que n'a pas eue, parce qu'elle n'a pas voulu Simone de Beauvoir, c'est la maternité aussi. Donc je pense que maman avait un langage plus proche des femmes, et des hommes d'ailleurs, elle s'adressait, parce que d'abord drôle, pas juste universitaire, ou parfois, bon, moi j'adore Simone de Beauvoir. En plus, elle aborde dans Ainsi soit-elle des sujets qui n'avaient jamais été abordés,
du point de vue féminisme. L'excision, Oui, on en c'est avait la pas première parlé. en avoir Donc elle a parlé. mis Oui. en possibilité de lecture pour tout un chacun le problème de l'excision. Donc il y a des problèmes très graves dont elle a été la première à parler. Et puis il y a tout de même un chapitre irrésistible sur la description des organes masculins. Oui, on va en lire On va un. accélérer, parce qu'à l'émission, on a eu beaucoup de succès avec ça. Oui, dans tous le les dîner, dîners, on le sent beaucoup. On C'est l'a très pas drôle. lu, mais c'est irrésistible tout de même. Et maman, son féminisme est un féminisme pour les femmes, bien entendu, mais pour les hommes aussi. C'est jamais contre les hommes. Maman aimait les hommes, a été mariée, a eu des amours, voilà. Mais donc c'est pas agressif, c'est pas contre. Et elle disait toujours, les hommes ont aussi à gagner, parce qu'on enfermait les petits garçons, on les enferme encore moins, mais maintenant je pense dans un rôle. Ne pleure pas, moi j'ai entendu ça, on a tous entendu ça dans des magasins, un petit garçon qui pleure ne pleure pas comme une fille. Ce petit garçon n'avait pas le droit de pleurer. Bon, ils avaient aussi à gagner. Il va y avoir des femmes à peu près égales intellectuellement, enfin bon, il y a une vraie relation. Et vous, Valentine, qui êtes née après la publication, sans dire votre âge, qui est née après la publication d'Ainsi soit-elle, comment est-ce que vous avez... Très longtemps, mais Oui, si, très longtemps après. Comment est-ce que vous avez rencontré ce texte et quelle lecture, justement, vous en faites, vous, avec votre... Alors moi, j'attribuerais le succès à plusieurs choses. Alors le ton, évidemment, c'est très agréable à lire parce que il y a ce ton très tonique qu'on retrouve partout. C'est très drôle. Je pense que c'est aussi un bon mélange qui essaie d'arriver au bon moment, c'est-à-dire qu'elle était très précurseur sur la question de l'excision, mais pour le reste, c'était des idées qui tournaient quand même déjà depuis un certain temps dans la société, et qu'elle est arrivée à les mettre en forme d'une manière très plaisante, et que ça a pu rencontrer une adhésion très large et très populaire. En revanche, moi je suis allée voir les courriers des lectrices à Angers, dans les archives... Et c'est pas, il y a beaucoup de lettres qui témoignent de la brutalité de ce que ça faisait aux femmes de lire ça en fait. C'est drôle, c'est très enlevé, mais c'est pénible aussi à lire pour les femmes de l'époque qui se faisaient dessiller les yeux d'une manière. Il y a beaucoup de femmes qui parlent du choc physique que ça leur a fait, ça revient beaucoup par exemple. Donc c'est pas, en fait on l'a souvent dépeinte comme ils le disent aussi dans le film, comme une féministe bon teint, et évidemment parce qu'elle était si charmante et en effet pas agressive, etc. Mais en fait le message sous-jacent était très, très subversif et assez brutal à entendre, je pense, pour les femmes. Je pense qu'aussi une des raisons de ce livre, c'est que moi très souvent je rencontre des femmes beaucoup plus jeunes que moi qui me disent Benoît Drouot, c'est ma mère qui me l'a fait lire. C'est un livre qui est passé de génération en génération. Beaucoup de mères ont fait lire à leurs filles et parfois à leurs garçons, tant mieux, Ainsi soit-elle. C'est un livre qui n'a pas vieilli du tout. Non. Retenez ça tout à l'heure, nous en avons plusieurs exemplaires. On l'a dit, donc Benoît Drouot découvre assez tardivement ce féminisme. Elle, dans les interviews à la radio ou même par écrit, elle dit souvent que la naissance du MLF a joué le rôle des révélateurs. Elle cite notamment ce passage où il y a la pose d'une gerbe sous l'Arc de Triomphe à la femme du soldat inconnu par Christine Delphi, Monique Wittig, Cathy Bernheim, à qui on rendra hommage d'ailleurs dans 2 mois. On a l'impression, quand on la lit, que effectivement rien ne la préparait à cette apparition du féminisme, puisque son milieu, elle le rappelle beaucoup, paraissait extrêmement éloigné de ce féminisme. Et j'aimerais que Sabine nous lise un passage du journal à 4 mains. 29 juin 1943. C'est pour demain. Je couche pour la dernière fois dans mon lit de chêne cérusé et de jeune fille. J'ai mis pour la dernière fois du désordre dans la chambre de Flora, sans qu'elle ait osé protester, car elle est sentimentale et j'aime en abuser. Dans la cuisine, les parents vaqueront une partie de la nuit. Ma robe de jersey de soie blanc est sur une chaise, raide comme une robe de statue. J'aurai un lourd voile de jersey aussi, détail rare, dont les plis sembleront pétrifiés. Je serai le contraire d'une mariée vaporeuse.
J'aurais l'air d'une mariée pour agrégé de grammaire, d'une muse belle mais sérieuse et avec qui on ne doit pas rigoler. Cette cérémonie ne me concerne pas personnellement. C'est le passage à la douane. C'est demain soir, que je serai à l'étranger et que cet étranger sera ma nouvelle patrie. Je quitte mon état sans nostalgie. Je n'ai pas très bien su être une jeune fille. Je crois que je suis plutôt faite pour être une femme. Comme au cinéma, je regarde Mademoiselle G dans une glace pour la dernière fois, cette demoiselle de la rue Vaneau qui avait de grands yeux et dont on disait qu'elle ressemblait dans ses bons jours à Loretta Young. À quoi ressemblera Benoît Landon? Quand commencera la déshonorante bagarre contre la ride ou la poche? Qui seras-tu à 40 ans? Oh, pas embourgeoisé, s'il te plaît. Plutôt vivre dans la merde. Mais un jour, ce sera la première visite dans un institut de beauté et ce sera le commencement de la fin. Je traquerai mes cheveux blancs. Ma grande guerre, perdue d'avance, aura commencé. Benoît G, tu étais solide et jeune. Je pouvais compter sur toi, mais tu ne savais pas vivre. J'ai l'impression que Benoît Landon va me donner de grandes satisfactions. Flora chérie, je te trahis. Peut-être un jour, quand nous aurons épuisé l'illusion de ne faire qu'un avec l'homme que nous aimerons, redeviendrons-nous deux sœurs? J'imagine ta destinée brillante, traînant tous les cœurs après toi. Je serai la bohème en pantalon, à qui il manquera toujours un bouton et que tu n'oseras pas inviter à tes dîners. Mais je ne redoute aucune cassure entre nous, même si je viens un jour brandir le drapeau rouge parmi tes invités. En attendant que nous nous redécouvrions, réjouis-toi. Je ne lirai plus tes lettres. Je ne me laverai plus les dents avec ta brosse. Je ne presserai plus la dioxine par le haut et je ne piétrinerai plus tes plates-bandes sentimentales. Car il faut être intime pour se faire du mal avec plaisir. Demain, la vie pour toi ne sera plus qu'un monologue. Exit Benoît G. Alors, pardon d'y revenir, mais j'ai commencé cet entretien en disant est-ce que cette expérience de la sororité, d'écriture avec Flora, n'était pas déjà une expérience du féminisme? Et quand on entend ce texte-là, on voit quand même que Benoît Coulpe est déjà un peu en rupture de banc. Elle ne correspond pas exactement au cadre de la bourgeoisie dans lequel elle a grandi. Oui, mais en même temps, c'était pas une bourgeoisie bourgeoise. Ma grand-mère avait une maison de couture, elle n'aimait et elle n'estimait que les artistes. Il nous voyait d'ailleurs, rue Vaneau, rue de la Chasse, que des écrivains, des peintres, enfin c'était vraiment... Notre grand-père était lui-même un artiste. Donc déjà, elle avait le modèle d'une femme. D'ailleurs, maman et Flora n'étaient pas reçues dans les bonnes familles du Faubourg Saint-Germain, des familles chics, aristocrates, etc., parce que leur mère travaillait. Donc c'était même une transgression déjà énorme d'une femme. Ma grand-mère, c'était la petite bourgeoisie, voilà. Donc, mais elle a travaillé, les trois sœurs travaillaient, le frère Paul Poiret aussi, lui c'était normal. Mais voilà, donc c'était déjà un modèle de femme, mais ça passait aussi par la séduction, que maman rejetait, elle disait qu'elle ne savait pas séduire, qu'elle n'aimait pas se maquiller, elle enviait nos filles, elle disait quand nous avions nous, et encore plus nos filles, en jean, elle disait moi j'aurais rêvé d'aller à la Sorbonne en jean, et alors elle y allait en haute couture, parce que sa mère, il ne fallait pas qu'elle sorte donc avec un chapeau, elle détestait tout ça. Donc elle a toujours eu le modèle d'une femme libre et qui travaillait, et qui disait qu'il fallait avoir ça. Alors, en fait, la première féministe dans la famille, c'était Nicole. Oui. C'était la mère de Benoît et Flora. Sauf qu'on n'appelait pas ça féministe à l'époque. Oui. Mais elle travaillait, elle gagnait sa vie. C'est elle qui entretenait son mari, qui vendait peu ses meubles à l'époque. À un certain moment, Elle a eu très des bien amours vendu. contingentes. Enfin, elle a vraiment vécu Et sa vie. féminine. Et féminine. Voilà. Elle a vécu sa vie avec une liberté totale. Jusque le mot n'était pas encore Oui, c'est mise. ça. Mais si, on peut quand même noter qu'elle était féministe pour elle, c'est-à-dire qu'elle était plus libre
que féministe, parce que pour Benoît et pour ses filles, elle leur souhaitait quand même de se marier très vite. Oui. Et de... Il fallait en passer par là. C'était la société pour avoir la paix après. Mais après, tu étais libre. Enfin, c'est très ancien régime d'ailleurs. Voilà, une fois que tu étais Mais mariée. pour elle, elle a vécu une vie, une liberté totale. Vous disiez tout à l'heure, les hommes ont beaucoup compté dans la vie de Benoît de Groot, et c'est peut-être, puisqu'on parle d'ainsi soit-elle, de la naissance de ce féminisme, l'occasion de rendre hommage à Paul Guimard, parce qu'elle dit elle-même que c'est ce mari qui l'a autorisée, en quelque sorte, qui l'a encouragée à être elle-même. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet auteur dont tout le monde a vu Les choses de la vie, j'imagine, certains parmi vous ont peut-être lu Rue du Havre ou d'autres titres. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de leur relation à tous les deux, du couple qu'ils formaient, notamment tel qu'il apparaît dans le journal d'Irlande que vous avez publié? C'était ce qu'elle dit à un moment dans le film, c'était le pacte Beauvoir et ça, c'est-à-dire on s'aime, voilà, mais on ne perd pas, on ne se coupe pas du reste du monde parce qu'on s'aime, c'est-à-dire qu'on s'autorise d'avoir des amours contingentes. Enfin, voilà. Donc ça, c'était... Alors, maman a beaucoup souffert au départ parce qu'il se trouve que c'est Paul qui en a, entre guillemets, plus profité. Et maman, elle était jalouse, mais elle disait en même temps, je l'ai accepté. Donc, Et puis un jour, assez longtemps après, maman a eu cette histoire qui a repris avec Kurt, le bel américain. C'était quand elle avait une quarantaine d'années. 60 ans. À 60 ans, je sais plus. Et là, ça a duré. Et ils se voyaient tout le temps, enfin beaucoup tout le temps, non, parce qu'ils étaient amis. Mais ils venaient dans nos maisons quand Paul n'était pas là. Alors, mais c'était tout ça un agrément entre eux. Paul était ailleurs, dans une autre maison où on travaille. Et Paul l'a aussi accepté. Il en a été très malheureux parce que c'est beau les principes, c'est un beau principe, mais c'est pas toujours facile à vivre parce qu'il y a la jalousie, on ne sait pas comment on va être jaloux, comment on va souffrir. Ouais. Et Paul avait dit à maman pendant des années, mais je t'aime et on peut aimer deux femmes en même temps. Voilà. Donc au moment où maman s'est mise à aimer deux hommes en même temps, Paul pouvait difficilement lui faire la leçon. Et d'ailleurs, c'était vraiment son discours. Oui, J'aime oui. deux femmes. D'ailleurs, ils ont tous les deux été très élégants l'un envers l'autre. Ils ont tous les deux souffert à des moments différents, mais ils se sont aimés tout de même jusqu'au bout. Et il y avait une telle entente entre eux. Elle dit dans le journal d'Irlande, en pêche, en mer, on fait l'amour qu'on ne fait plus au lit. Parce qu'ils partageaient énormément de choses, l'amour de la pêche, de la mer, du bateau, et puis tout le reste, politiquement, ils étaient d'accord, surtout ils étaient d'accord. Je voulais dire un mot par rapport au féminisme tardif de maman, c'est que Paul, c'était le pacha à la maison. Il avait son fauteuil, donc dès qu'il arrivait, on se levait, parce que c'était le fauteuil de Paul. Je n'ai jamais vu Paul avec un paquet de pommes de terre à la main, je veux dire, maman faisait les courses, s'occupait de la cuisine, il savait où était la cuisine, mais il n'y mettait pas les pieds. À la fin de sa vie, il a fait la cuisine, mais pour son plaisir, Blandine, ça n'a rien à voir. Plaisir, je suis Rien à d'accord, voir. C'était le pacha. Et pour le travail, le pacha. Donc elle a mis du temps à imposer à la maison son féminisme. Mais est-ce qu'elle Pas, n'a jamais fait... à la fin plus, oui. À la fin plus, Paul participait plus au repas parce qu'il aimait cuisiner. Mais avec un balai, jamais. Mais on avait toujours quelqu'un à la maison, même quand on n'avait pas d'argent, il y avait une bonne, Lucie, qui vivait avec nous. Mais c'est maman qui faisait les courses pour 5 Ah oui, personnes, bah ça oui, fait oui, un oui. sur l'ascenseur. Oui, oui, c'est ça. Paul y revenait avec son petit cartable. C'était le pacha. Il y a eu beaucoup de questions dans les débats contemporains sur le féminisme, de cette opposition entre les hommes et les femmes, et donc on a parfois certaines féministes, je pense à Camille Froidevaux-Métairie qu'on recevra dans un mois, qui prend sur ces questions des positions assez iconoclastes, enfin qui choquent un petit peu les milieux féministes. Chez Benoît de Groot, il est évident que les hommes font partie intégrante du combat féministe et qu'il n'y a pas du tout de reniement de la sensualité, au contraire il y a une revendication de la sensualité. Alors, je tourne vers vous, Valentine. Justement, ce projet sur lequel vous travaillez, il me semble, il explore justement cet aspect du féminisme incarné de Benoît de Groot. Vous pouvez nous parler de ce projet en avant-première, parce que le roman n'est pas tout à fait terminé. C'est pas un roman. Voilà. L'essai biographique, justement, vous allez me le dire. Non, je n'invente rien. Enfin, j'élabore un peu à partir du matériau que j'ai à disposition, qui sont les carnets
qu'on voit dans le film et que Blandine et Lise ont très gentiment accepté de partager avec moi. Donc j'ai à disposition cette grande, vraiment un trésor parce que c'est vraiment extraordinaire. Et donc au début je ne savais pas très bien ce que j'en ferais. J'étais hypnotisée par la lecture de ces journaux parce que ce que je trouvais formidable c'était, par rapport à ces livres, j'en avais lu quelques-uns, pas beaucoup, mais ce que je trouvais génial c'est que je trouve que les récits sur les féministes c'est souvent après coup. Voilà, on sait qu'au fond elles s'en sont sorties. Et puis on va vous raconter l'histoire d'une évasion, par exemple, ce qu'elle a fait avec Josiane Savigno, son autobiographie. Là, ce qu'il y avait dans les carnets que je trouvais très fascinant, c'était qu'elle ne sait pas comment sa vie va finir. Et donc on la voit à chaque page lutter avec ses problèmes, ces questions qui reviennent sans cesse. Et ça, je trouvais ça très émouvant, le fait qu'il n'y ait pas de mise en ordre, quoi, que ce soit ces journaux intimes qui me sont en plus arrivés dans le désordre. Donc, et puis progressivement, je me suis rendu compte qu'une grande partie de ces carnets était consacrée à l'amour, à son mari, et puis plus tard à ce Kurt qui revient dans sa vie quand elle a donc en fait 58 ans, en 78. Et à partir du moment où Kurt revient dans sa vie, c'est donc cet amant américain qu'elle avait connu après la guerre, elle va se demander jusqu'à ce que Kurt meure, ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut le quitter, avec qui il faut être en fait, entre son cœur balance vraiment. Et ces allers-retours-là, c'était vraiment fascinant à observer parce qu'en fait, elle soupèse deux vies, deux types de liberté. Et donc, ce qui se raconte là-dedans, c'est une femme qui est très autonome, qui fait ce qu'elle veut. Elle arrive à un stade de sa vie où elle réussit très bien. Elle vend des tas de livres, elle s'autosuffit complètement, intellectuellement même. Donc elle peut se faire. Kurt c'était pas un intellectuel, donc c'était une relation complètement différente de celle qu'elle avait avec son mari. Et donc c'est deux espèces de destins qui se jouent là pour elle et son cœur balance tout le temps entre les deux. Et en fait, en relisant son œuvre à partir de ces carnets-là et de ces questionnements-là, on se rend compte que c'est vrai que les hommes et le couple, elle ne remet pas en question. Elle ne va pas parler de lesbianisme politique et tout, c'est vraiment pas son truc. Le couple hétérosexuel, c'est un endroit pour elle, enfin je parle sous votre contrôle, mais de danger et de liberté. Et elle réfléchit à partir de... Mais c'est là que se joue quand même un peu son destin, quoi. Il y a un risque à choisir la mauvaise personne et il y a un potentiel de liberté extraordinaire à choisir la bonne personne. Donc elle ne rejette pas vraiment le modèle hétérosexuel, ça c'est certain. Elle réfléchit à comment on choisit, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte comme choix, qu'est-ce qu'on doit... Voilà. Alors ça c'est au cœur d'un roman qui fait aussi un grand succès, Les Vaisseaux du cœur. J'aimerais que Sabine nous en lise un extrait. Ce n'est pas sans appréhension pourtant que je vais me mêler à la cohorte des écrivains qui ont tenté de piéger sur une feuille blanche ces plaisirs que l'on dit charnels, mais qui vous serrent si fort le cœur parfois, et découvrir, comme beaucoup d'entre eux sans doute, et comme ceux plus nombreux encore qui ont dit renoncer, que le langage ne me viendra pas en aide pour exprimer le transport amoureux. Cet extrême plaisir qui recule les limites de la vie et met au monde en nous des corps que nous n'imaginions pas. Je sais que le ridicule me guette, que mes sentiments rares vont s'engluer dans la banalité et que chaque mot s'apprête à me trahir, désolant ou vulgaire, fade ou grotesque, sinon franchement répugnant. Comment nommer, selon mon cœur, ces excroissances ou ces incroissances par où s'exprime, se résout et ressuscite le désir? Comment émouvoir en disant coït, coïré, aller ensemble, certes, mais que devient le plaisir de deux corps qui vont ensemble, précisément? Alors, pénétration, cela vous a des allures juridiques. Y a-t-il eu pénétration, mademoiselle? Et forniquer exhale des relents de soutane et de péché. Et copulation,
paraît laborieux, accouplement animal, et le mot coucher est si ennuyeux et baiser est si expéditif. Alors, urtibiller ou fomberger le gingin, danser le branle ou calmer sa braise, ce sont hélas mots oubliés et joyeuses inventions d'une jeune et verte langue qui ne s'était pas encore laissé passer le licou. Il ne nous reste aujourd'hui, en ces temps d'inflation verbale, où les paroles s'usent plus vite encore que les vêtements, que les mots cochons ou les mots paillassons décolorés par un emploi répété. Et puis, ce brave faire l'amour, toujours prêt mais vidé de toute charge émotive, scandaleuse ou érotique, impropre à la littérature en somme. Et quand on en vient aux organes qui véhiculent ce plaisir, l'écrivain, et peut-être plus encore l'écrivaine, se heurte à de nouveaux écueils. La verge de Jean Fil était roide, tendue à craquer. Le phallus de Mélor se dressait souverain, terrifiant. Les couilles du directeur adjoint, ton scrotum adoré, son pénis, ton pubis, leur pénibus, mon vagin denté, votre clitoris, Béatrice. Comment échapper au comique? Les mots vous imposent des images toutes faites et refusent un emploi ingénu, quand ils existent. Car le vocabulaire de la jouissance féminine se révèle, même chez les meilleurs auteurs, d'une pauvreté consternante. Et pourtant, l'histoire que je voudrais raconter n'existe pas sans la description du péché de Turelure. C'est en se livrant au péché de Turelure que mes héros se sont séduits. C'est pour faire Turelure qu'ils se sont poursuivis à travers le monde. À cause de Turelure qu'ils n'ont jamais pu se déprendre l'un de l'autre, bien que tout les séparât. Reste encore à faire paraître éblouissant l'acte le plus communément pratiqué sur cette terre. Car si ce n'est pas pour éblouir, à quoi bon écrire? La prudence commanderait donc de renoncer, d'autant qu'entre l'écueil de la pornographie et celui de l'eau de rose brillent d'une clarté insolente les quelques chefs-d'œuvre de toutes les littératures qui se rient de tous ces dangers. Mais ce n'est qu'après coup, en cas d'échec, que la prudence apparaît comme une qualité. Et toute littérature n'est-elle pas imprudente? Enfin, le risque était si beau d'écrire, malgré tout, les premières lignes de l'impossible histoire. J'avais 18 ans, quand Gauvin m'est entré pour la vie dans le cœur, ou ce que je prenais pour le cœur à cette époque, et qui n'était encore que la peau. Alors, on l'entend. Ce qu'on entend très bien, c'est la dimension évidemment sensuelle, revendiquée, humoristique. On va y revenir dans quelques instants, mais Valentine, vous m'avez un peu, je pense le public aussi, étudié parce qu'on a envie de savoir la fin de l'histoire. Concrètement, cette histoire d'amour avec Kurt, comment elle se termine. Et j'aimerais poser deux questions l'une dans l'autre. La première, peut-être pour vous, Valentine, il y a quelque chose de très collétien dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on a une Benoîte Groult libre et entravée, vagabonde et entravée, qui, comme la vagabonde, hésite finalement dans le mariage et dans l'entrave, regrette de ne pas s'être mariée. Donc, quel est le choix finalement que fait Benoît Groult, sans trahir la fin de l'essai? Et puis, j'aimerais poser à Lison et à Blandier cette question. Qu'est-ce que c'est que la lettre de Kurt? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Bah, peut-être moi, je sais pas, ça finit par la... Parce que nous, on est à la fin. Voilà. Alors, c'est vrai que le corps est très présent dans les carnets de Benoît. Elle guette tout le temps les signes du vieillissement depuis qu'elle a 35 ans. Ça m'a frappé quand je les ai Et le retour de Kurt dans sa vie semble lui provoquer vraiment une déflagration sensuelle en fait. Et donc ça arrive tard, ça arrive à 58 ans. Et à partir de là, ils se poursuivent comme dans le livre, à travers le monde, ils prennent des longs courriers dans tous les sens pour se retrouver. Parce qu'il y a c'est une passion érotique vraiment entre eux et qui l'émerveille en fait. Elle se sent habitée d'un soleil quoi. C'est très beau la façon dont elle en parle, qui la rend belle. Elle est éteinte quand ils se sont pas vus depuis trop longtemps. C'est vraiment c'est très beau et puis surtout, elle se sent extrêmement chanceuse du fait que ça arrive si tard et qu'il y a quelque chose de très...
précieux qui est rendu par le... C'est une histoire qui est menacée par le temps qui passe. Il n'y a pas de problème, c'est pas Lady Chatterley, il n'y a pas de problème de convenance, il n'y a pas de problème de morale, mais par contre, l'heure tourne, il a 10 ans de plus qu'elle, donc combien de temps ça va durer ça? Ça met une espèce d'urgence sur leur passion, qui la décuple en fait, c'est bon, c'est mon impression. Et donc, pour revenir à la... Je dois raconter la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas vraiment choisi en fait, c'est qu'elle est restée avec Paul, puisqu'en plus elle n'avait pas vraiment à faire de choix. Et en fait, ce qu'on comprend, je trouve, en lisant les carnets, c'est que ce qu'elle voulait, c'était avoir le choix. C'était ne pas en faire en réalité. Et que c'est un mode de vie qui est génial. Non mais en fait, je pense que... Parce qu'elle a gardé les deux. Au bout de très longtemps, elle a gardé les deux. Ce qui lui allait. allait, c'était peut-être de se faire croire que c'était possible, qu'elle allait peut-être partir avec cœur. Et que ce questionnement en boucle, en fait, qui dure 20 ans, c'est ça qu'elle avait envie de vivre en réalité, plutôt que de choisir l'un ou l'autre. Donc elle a fini par... Kurt a fini par mourir, c'est ça. C'est ça. Ils se sont vus jusqu'à assez tard. Mais je ne sais pas exactement jusque quand ils ont continué à se voir. Les dernières années, je sais qu'ils ne se voyaient plus, mais continuaient à s'écrire. Il était malade du cœur, il ne pouvait plus prendre l'avion. Mais dans les années 90, ils se voient encore. Maman y allait de temps en temps. Maman y allait encore. Alors, et donc un beau jour, elle reçoit une lettre. Ah, la lettre. Quand Kurt est mort, donc ils s'écrivaient toujours, hein, ils étaient toujours en contact. Mais ils ne se voyaient plus et Kurt avait écrit une lettre, sachant qu'il était condamné parce qu'il avait une maladie du cœur. Bon, il sachait qu'il avait bien vu que c'était un peu la fin de sa vie. Il avait écrit une lettre à maman dans une enveloppe où il avait demandé à sa fille, il avait un garçon et une fille, Kurt, il avait demandé à sa fille d'envoyer cette lettre à maman quand il serait mort. Pour que maman le sache, parce que qui d'autre l'aurait dit à maman qu'il était mort? Et c'est, moi, une des plus belles lettres que j'ai jamais vues. Je pleure quand je la lis. Maman pleure, alors que maman n'est pas une pleureuse, hein. Non. Mais maman, quand elle nous l'a montré, elle repleurait et elle a eu sa lettre jusqu'à la fin de sa vie, pliée Dans en son quatre, porte-monnaie. dans son portefeuille. Je pense que Kurt a été le grand amour de sa vie. Alors Paul aussi. Paul aussi, attends. Mais bon, Elle était folle amoureuse de Paul au début. au début, oui. Ah bah oui, les premières années. Mais Kurt avait une place... Non, c'est des Je sais pas, périodes c'est- différentes. Pour moi, non, elle n'a pas été... Parce que Paul aussi, elle a été très amoureuse de lui. Physiquement aussi, ça a été... Pas aussi. Oui, au mais il début. l'a fait beaucoup souffrir. Kurt n'a Après. jamais fait Ben souffrir. voilà. Donc il y avait cette sorte d'amour exceptionnel où elle était traitée comme une reine, une idole, donc Kurt c'est faisait vrai qu'il la tout. rendait belle. Donc cet amour, il a été entaché par rien, sauf la mort de Kurt. Paul, il l'a fait souffrir, et elle l'aimait aussi énormément, Paul, mais il y a eu des souffrances de couple. Avec Kurt, c'est resté entaché, c'est resté une Oui, mais- histoire d'amour étonnante, non? C'est vrai, mais il faut quand même dire que Benoît avait quand même un talent pour aller disséquer les émotions et aller fouiller à l'intérieur C'est vrai. de son sentiment amoureux pour Kurt qui n'était pas Non. fait d'un bloc. Non, c'est vrai. Et qu'elle avait quand même une certaine forme de mépris, c'est peut-être un peu fort, mais de... Un regard, en tout cas, De sévérité. un regard de sévérité, sévérité, voilà. oui, sévérité. Parce qu'elle le trouvait assez nul intellectuellement. Donc c'est vrai. Oui, mais il avait d'autres qualités, si je Eh ben oui. Y compris l'égalité de cœur. Je sais pas, mais... Ah, Valentine, il faut finir l'essai biographique pour qu'on ait la conclusion et j'espère qu'on ira la lettre de cœur. On va Elle a finir été cette... publiée, elle est dans le bouquin justement. Et alors justement, on va mais simplement revenir sur cet humour dont on parlait, qui est un autre point commun avec Colette. Godot dit quelque chose d'assez juste, j'ai retrouvé ça dans les entretiens avec Josiane. Elle parle du rapport problématique que les femmes ont avec l'humour. Elle dit depuis 1758, date de la création du premier périodique à l'usage des dames, il ne s'est jamais trouvé un seul journal humoristique féminin. Nous ne savons pas rire, nous ne savons pas jouer, et personne ne nous y encourage. Alors j'aimerais que Sabine nous permette de rire, car comme le disait Colette, sans l'humour, la vie serait insupportable. Et voici donc un extrait de C'est rouge, et Ah puis oui. c'est amusant.
C'est amusant. C'est dur, mais il n'y a pas d'os dedans. Ça bouge tout seul, mais ça n'a pas de muscle. C'est doux et touchant quand ça a fini de jouer, arrogant et obstiné quand ça veut jouer. C'est fragile et capricieux, ça n'obéit pas à son maître, c'est d'une susceptibilité maladive, ça fait la grève sans qu'on sache pourquoi. Ça refuse tout service ou ça impose les travaux forcés. Ça tombe en panne quand le terrain est délicat, et ça repart quand on n'en a plus besoin. Ça veut toujours jouer les durs, alors que ça pend vers le sol pendant la majeure partie de son existence. Mais, comme disaient les chansonniers de la tomate, il y a quelques dizaines d'années, c'est rouge, et puis c'est amusant. Il paraît que nous aurions adoré avoir un truc comme ça. Il paraît que quand on n'en a pas, c'est bien simple, on n'a rien. Et puis c'est pas fini. À côté du machin, il y a les machines. Et là, c'est nettement pire. Ces objets-là gagneraient évidemment à être dissimulés à l'intérieur. On ne met pas en vitrine une marchandise aussi peu engageante. Si nous avions ce genre de valseuse à la place de nos seins, par exemple, j'entends d'ici les plaisanteries, les remarques perfides et les horreurs qu'on débiterait sur le corps féminin. Où elles sont placées, pauvres minouchettes. On dirait deux crapauds malades, tapis sous une branche trop frêle. C'est mou, c'est froid, ni vide ni plein. Ça n'a aucune tenue. Peu de forme, une couleur malsaine, le contact sépulcral d'un animal cavernicole. Enfin, c'est parsemé de poils rares et anémiques qui ressemblent aux derniers cheveux d'un chauve. Et il y en a deux. Vu de dos, le porteur étant à quatre pattes, elles font irrésistiblement penser à un couple de chauves-souris pendus la tête en bas et frémissant au moindre vent, comme on en rencontre par milliers sur les arbres des îles du Pacifique. Un ingénieur qui aurait inventé ce système-là pour entreposer des spermatozoïdes se serait fait mettre à la porte. Disons-le tout net, votre panoplie, mes chéris, même si vous ennoblissez la pièce maîtresse du titre de phallus, ne forme pas un ensemble extraordinaire. Toutes celles qui l'ont découvert sans éducation préalable le soir de leur noces, par exemple, ont d'abord été horrifiées. Les religions qui en ont fait un symbole à adorer ont été amenées à le styliser sérieusement. Et pourtant nous l'aimons, cette trinité, avec humour, parce qu'elle est objectivement laide, avec amour, parce qu'elle est subjectivement émouvante, mais qu'on ne nous empoisonne plus avec cette prétendue envie de pénis, qu'on ne nous définisse plus au physique et au moral par rapport au pénis, et qu'on nous soulage de toutes ces psychanalyses et sexanalyses qui s'acharnent à réanimer nos vieux conflits au lieu de nous apprendre à nous aimer nous-mêmes, ce qui est une condition essentielle pour aimer l'autre. Sinon, nous allons le prendre en grippe, l'objet, comme certaines ont commencé à le faire. Ce serait dommage pour tout le monde. Derrière l'humour, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le talent. Le talent d'écriture qu'il faut. Et là, je voudrais revenir sur un point. Elle l'évoque à un petit moment du documentaire, et je voudrais avoir votre avis à tous les trois sur ce sujet. Elle publie, ainsi soit-elle, chez Grasset. C'est le deuxième ouvrage qu'elle publie chez Grasset. Et il se trouve que dans les années 60-70, les éditions Grasset vivent en grande partie grâce aux femmes. Grasset, c'est l'éditeur de Christiane Rochefort, de Françoise Mallet-Joris, de Béatrix Beck, de Christine de Rivoire, de Benoît Groult. Et pourtant, si je regarde la perception qu'a le public et même la critique et l'histoire littéraire de l'œuvre de Benoît Groult, elle le dit elle-même, je suis un auteur féministe, mais je ne suis pas considérée comme une romancière. Est-ce qu'elle en souffrait de ce manque de reconnaissance littéraire, de son talent qu'on entend là, qui a peut-être été dévoré par son engagement? Moi je dirais oui. Qu'elle en souffrait, oui, elle le disait, elle en souffrait. Elle trouvait qu'effectivement la féministe en elle, et elle n'en regrettait pas parce que c'était le combat de sa vie, mais tout de même avait dévoré un peu l'écrivaine et que l'image qu'elle donnait, pour
critique littéraire, au monde littéraire, et c'était filtré par le féminisme. Que c'était, voilà. Oui, elle souffrait aussi de ne pas être universitaire, parce qu'elle trouvait que la parole des féministes était donnée beaucoup aux universitaires, et elle était ni romancière, ni universitaire féministe, sociologue, elle était toujours un petit peu à cheval, et ça, elle en souffrait. Enfin, universitaire, elle était. Ah non, mais elle aurait pu, par exemple, elle n'était pas au MLF, elle aurait pu être. C'est elle qui n'y était pas. Elle était aussi en marge. Enfin, il me semble qu'elle était assez honnête sur le fait qu'il y a toute une partie qui la gonflait aussi beaucoup dans le militantisme féministe dont elle se sentait exclue. Et en même temps. Pas au début, dans les années 70, quand les premières réunions, elle y était beaucoup. Tu allais avec elle. Ben, tu n'allais pas avec elle? Non, je ne choisir, pas du tout. Pas à choisir, pas du tout. Maman n'était pas militante féministe. Non, mais donc, elle n'était pas dans le manifeste. Non, mais pourquoi elle était vexée. Mais c'est pas seulement. Justement, c'est un très bon exemple. Parce qu'elle ne vivait pas à Paris. Enfin, Blandine, il y avait la Poste déjà à cette époque-là. Règlement de faux contre sœurs. Alors, je vous rappelle ma question, qui n'était pas du tout celle-là. Ma question portait sur la littérature, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mémoires à l'université, justement, de littérature sur Christiane Rochefort, sur Françoise Mané-Joris, mais que si on étudie Benoît Groult, c'est dans les études féministes et pas du tout littérairement. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'aujourd'hui? Je vais dire quelque chose qui est peut-être pas très... Allez-y. Justement, moi, je trouve qu'elle est bien supérieure en essayiste qu'en romancière. Et je dirais même en diariste, en fait, parce que pour moi, ces carnets, c'est vraiment... C'est excellent. Et je trouve que dans ces romans, la mise en forme, j'adore ce texte au début des Vaisseaux du cœur que vous avez lu. Et pour moi, c'est presque ma partie préférée, qui est vraiment une espèce de mise en garde, une préface qui est pas du roman. Et je trouve que dans le roman, son style est pour moi un peu daté, voilà. Et que je comprends qu'elle soit plus marquante quand elle écrit sur le réel, en fait. C'est un point de vue aussi qui peut expliquer... Ceci peut expliquer cela. Alors, la littérature occupe une grande place dans la vie de la famille. Je pense que c'est quelque chose que vous transmettez. Non seulement, on en avait parlé au moment de La Mer Morte, où votre texte est truffé de citations des grands auteurs classiques. Elle l'a dit, vous le dites aussi, vous avez tous appris les poèmes par cœur que vous récitez. Quel était le panthéon de Benoît Groult, les auteurs qu'elle plaçait très haut? J'ai l'impression qu'elle évoque souvent George Sand. Elle a bien sûr écrit sur Olympe de Gouges. Quels étaient les auteurs qui étaient des phares? Et moi j'ai une question bis pour vous. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, mais peut-être que vous me sortirez un texte que je ne connais pas, j'ai beaucoup lu. La grande absence, c'est Colette. Ah non, elle adorait Colette. Oui, mais elle n'en parlait pas beaucoup. Elle n'en parle pas beaucoup. Quand elle cherche un modèle, elle se dirige vers George Sand spontanément, mais pas, ou Beauvoir, mais pas Colette. Mais elle admirait plus l'écrivaine Colette que l'écrivaine George Sand. George Sand, c'était plus la femme, parce que on lit plus beaucoup quoi que Consuelo, c'est un très En fait, moi je pense que dans les deux sœurs, Flora et maman, et Benoît, Flora avait en admiration Colette, elle m'a offert quand j'avais 15 ans les œuvres complètes de Colette. Donc maman a laissé Colette à Flora. Et elle est plutôt allée vers Simone de Beauvoir, qui était... Voilà, je pense qu'elle a laissé Colette. Mais elle la cite dans certains de ses livres, elle parle de Colette, de la liberté de Colette, la première femme, une des seules femmes qui a osé. Elle l'admirait profondément, et l'écrivaine, et la femme. Alors le Panthéon. Alors, le Gide, ah bah oui, ça c'est voilà. Ça c'est générationnel. Générationnel, oui. Roger Martin Dugard, tu te souviens des Thibault, voilà, des auteurs comme qui ça. Qui n'était pas l'auteur le plus progressiste. Dorothy Parker. Ah, Dorothy Parker, qui a été la première à traduire en France, qui c'est merveilleux. Christiane de Rochefort, qu'elle adorait. Oui. Est-ce qu'elle avait un... Moi, ça a été toujours une grande discussion, elle n'a jamais lu Proust. Je lui envoyais, quand on s'écrivait, des extraits, des phrases géniales, comme toutes les phrases, en disant, regarde, tel beau mot. Elle me disait, oui, c'est génial, j'attends de me casser une jambe, la grande phrase. C'est jamais cassé une jambe. Je lui ai offert dans tous les volumes différents, des petits, comment ça la page à tel. Eh bien, j'ai jamais pu lui faire lire. Rêve qu'on aime Proust, moi
je n'aime pas Proust. Ma sœur, c'est pareil. J'ai pas de chance. Ouais, oui, il y a des débats plus difficiles. Elle admirait beaucoup Elisabeth Badinter, mais pour des raisons plus C'est intellectuelles. pas la Je ne littérature. sais pas si elle a un panthéon où elle aurait mis quelqu'un. Si, dans la poésie. Il y avait la poésie aussi, donc, Oui. parce qu'elle a beaucoup lu la Baudelaire. poésie, oui. Baudelaire, bien sûr. Là, c'est difficile toujours pour vous. Et Valentine, quand vous avez lu les journaux, il y a des auteurs qui reviennent, quel site? Oui, il y en a énormément, qu'elle parlait beaucoup de ses lectures. Il y en a un auquel je pense qui s'appelle Powys, qui est un philosophe anglais. Et alors, Non, un écrivain, c'est le romancier John John Cooper Cooper Powys, oui. qu'elle a adoré à Oui. un moment. C'est et- moi qui l'aurais c'est offert, vrai. parce qu'on l'a republié, réédité chez Phébus. Certains de John Cooper, parce qu'il y a les frères, nous on en a publié 2. Et Paul et elle ont adoré, c'est vrai, mais Ouais, elle mais l'a découvert j'y tard. pense parce que c'est vraiment quelqu'un qui a parlé du corps et de l'éveil Oui. à la nature, et ça lui a fait une espèce d'effet. J'ai l'impression que ça a réussi à cadrer ce qui lui arrivait. C'était une espèce de cadrage philosophique de ce qui lui arrivait dans la vie, une éveil à son amour des jardins, tout ça trouvait un sens en lisant Powys. Bon, j'ai fait un semi-flop avec ma question. L'autre point important dans la vie, ça aussi, ça apparaît dans le documentaire, c'est les arts. Elle a grandi dans un milieu d'artistes. On a parlé de Paul Poiret, on a parlé des meubles de son père, les robes de sa mère. Et elle avait cette jolie remarque tout à l'heure à propos des artisans, puisqu'elle-même considérait qu'elle était une artisane d'art en quelque sorte, qu'elle regrettait qu'il n'y avait pas Groot et Fille. Et donc il y a quand même Groot et Fille. Lison, je me tourne vers vous, puisque vous perpétuez. Moi, je m'occupe des grands-parents, Blandine s'occupe des parents, donc c'est très bien, on a chacun pris des générations dans la famille, et moi je perpétue le génie, je peux dire, de mon grand-père, et avec passion, je travaille la paille. Voilà, pas le galucha justement. J'en ai fait du galucha beaucoup, mais je travaille la marqueterie de paille comme mon grand-père. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail? Alors notre grand-père était pour moi un très grand artiste. Il était ce qu'on appelait décorateur ensemblier dans les années 20. Donc il a participé à toutes les grandes expositions de l'art déco, et jusqu'à la fin de sa vie il a continué à travailler la paille. Il avait un atelier où il sculptait aussi le bois, parce que les meubles en chêne ont été sculptés par lui. C'était un homme assez sombre, assez misanthrope, et notre grand-mère, qui était la personne flamboyante du couple, disait, et il s'appelait André, donc Dédé, t'es un génie, mais tu sais pas te vendre. Et c'est elle qui amenait les clientes du salon de couture pour voir les meubles, acheter ces meubles, pour essayer de les qui a fait sa changer. carrière. Je montre de loin quelques illustrations dans l'ouvrage, c'est tout à fait dans l'ouvrage de Lison, La paille en héritage. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que vous fournisseur de paille et Iconais. Ou pas loin de vous? Il est tout près d'ici, où il est près de Tournu, en Bourgogne. En Bourgogne, en tout cas. Et donc je perpétue la tradition de la marqueterie de paille, dont mon grand-père a été un des grands artisans, et qui a remis la marqueterie de paille au bout du jour pendant la période art déco. Et tu as des jeunes gens et des jeunes filles qui viennent faire des stages. Bah oui, donc ça marche très bien aujourd'hui, alors que j'ai ramé pendant 20 ans. Et aujourd'hui ça marche bien. Alors il y a le grand-père et il y a la grand-mère. Alors on en a dit, et la mère donc, de Benoît Groot, on en a dit 2 mots, mais moi j'aimerais quand même revenir un petit peu dessus, parce que je suis pas sûr que les relations de Benoît avec sa mère aient été si transparentes que cela. J'aimerais que Sabine nous lise un passage de Mon évasion, donc le livre de souvenirs de Benoît. Ma mère, impavide, œuvrait pour mon bien. Comment refuser le bien? Elle ne pouvait qu'avoir raison. Elle était belle, avec de grands yeux bleus, un peu fixes, comme les miens. Les yeux de vache des Poirets, disait mon père, qui avait les yeux en boutons de bottines. Impeccablement, mais trop maquillée, comme souvent les jolies femmes de ce temps-là, surtout quand elles travaillaient dans la mode. Jamais malade et partant chaque matin à la conquête du monde, les ongles rouges, de grosses bagues aux doigts, une coiffure courte et crantée, rectifiée chaque jour au fer à friser, que j'entendais cliqueter dans la salle de bain quand elle l'enlevait de son support, où brûlait une tablette d'alcool méta. Elle n'aimait que la ville, à condition qu'elle fût capitale.
détestait la Bretagne, les maisons de campagne, les chaussures de sport, ne nageait pas et ne savait pas conduire, n'était heureuse qu'en dessinant des modèles pour sa maison de couture, ou entourée d'artistes et d'écrivains qui venaient à la maison pour déguster l'insolence de Nicole et les gigots en croûte d'André. La nuit, je la surprenais souvent à écrire à ses nombreux amoureux de sa belle écriture en guirlande, d'une force et d'une régularité saisissantes. Elle qui avait appris à écrire chez les sœurs, de cette graphie penchée aux majuscules contournées qu'on imposait à toutes les jeunes filles de ce temps-là. Née Marie Poiret en 1887, elle décida de devenir Nicole Groult lors de son mariage en 1907. En changeant d'état civil, elle voulut changer du même coup d'écriture, de style et d'ambition. Je ne savais pas encore que j'allais faire la même chose à 20 ans, sauf pour l'écriture. J'ai toujours eu la même que ma mère. Et pour les ambitions, les siennes me bouchaient l'horizon. Restait le prénom, j'ai repris Benoît. C'était un début. En attendant, il fallait lui ressembler ou ne pas être. Alors je ne l'étais pas. À qui d'autre souhaitait ressembler, en effet? Dans le salon de Nicole, j'apercevais des femmes d'artistes ou d'écrivains. Elles me paraissaient redoutables, toutes un peu sorcières, comme Élise Jouandeau, vêtues de robes amples aux couleurs violentes, portant la frange et des cheveux courts, parlant fort et ne lâchant pas d'une semelle leurs grands hommes. Et aussi Marie Laurencin, ma marraine, qui me scrutait chaque fois derrière son face à main de myope, comme si elle ne m'avait jamais vue et découvrait un insecte inconnu et vaguement répugnant. Et puis, dans le monde extérieur, il y avait les dames normales, les mères de mes amies de classe. Elles portaient des chignons, se chaussaient de Richelieu à talons bottiers, tricotaient à 5 aiguilles les chaussettes de leurs nombreuses progénitures et venaient chercher leurs filles en classe vêtues de tailleurs sombres ou de manteaux d'astrakan. Maman détestait l'astrakan. Elle porta longtemps, à ma grande honte, un ahurissant manteau de singe avec de longs poils noirs en bataille. L'idée qu'elle pourrait apparaître à la porte de l'Institut Sainte-Clotilde, rue de Villers-Sexel, Paris 7e, avec ses escarpins à talons qui claquaient sur le trottoir d'une manière indécente, ses bibis extravagants et son allure de reine, s'apparentaient à un cauchemar. Alors on l'entend dans ce portrait, merci Sabine, c'est un portrait extrêmement contrasté tout de même, on a l'impression qu'elle déteste tout ce qu'elle aime, en même temps qu'elle lui ressemble par bien des aspects, notamment par l'ambition, qu'elle l'admire mais qu'elle la gêne d'une certaine façon. Comment était cette relation avec sa mère et que savait-elle de sa relation avec Marie Laurencin qui avait inspiré cet ouvrage à Françoise Coëret qu'on avait reçu d'ailleurs ici pour cet ouvrage, J'ai un tel désir, où pour moi en tout cas elle révélait cette histoire d'amour entre Marie Laurencin et Nicole Groult. Je crois que maman s'est aperçue bien après la mort de sa mère qu'elle lui ressemblait énormément. Et elle s'est mise à l'admirer, tout ce qu'elle rejette quand elle a 20 ans. Mais en l'admirant, parce qu'elle l'admire. Oui, c'est l'éternelle histoire mère et fille à l'adolescence. Où vous la copiez, vous faites tout pareil, comme Flora faisait, qui a suivi la même voie, qui a travaillé dans la maison de couture, qui avait les mêmes codes, qui a pris les codes de Nicole, la séduction. Alors que maman voulait pas être coquette, voulait pas s'habiller chic pour aller à la Sorbonne, mais elle était obligée. Elle était très soumise. C'est l'éternel. Et puis, elle a mis du temps, maman, à se rendre compte, et on dirait les 30 dernières années de sa vie, Nicole était morte depuis longtemps, elle disait tout le temps, si maman avait vu ce que je suis devenue, parce qu'elle disait, Nicole pensait, comme elle ne se mariait pas, elle faisait des études, elle finira vieille fille, elle s'occupera de nous, ça sera gentil, je n'y croyais plus. Mais elle a mis beaucoup de temps, je crois, à comprendre le talent de sa mère et la personnalité de sa mère. Parce que c'était paralysant pour une jeune fille timide comme maman, qui n'avait pas confiance en elle. Et Nicole était très maternelle, même si elle ne s'occupait pas, il y avait une nurse à la maison, etc. Mais elle faisait troïka sur le canapé, toutes les trois. Elle se parlait énormément et elle réussissait tout, ma grand-mère. Le travail, les hommes, ça ne lui plaisait pas tellement les hommes, les faut en passer par là pour les tenir, donc elle fallait les tenir, et les femmes. Et tout ça était royal. Alors, peut-être Valentine, est-ce que le personnage de Nicole apparaît de Groult, sa mère apparaît dans les journaux, vous avez lu?
Oui, mais moi j'ai pas beaucoup de journaux De très jeunesse, tôt. oui. Ouais, de jeunesse, Ah non. j'en ai pas beaucoup. Après, elle en a fait des portraits déguisés, disons, dans ses livres qui sont vraiment géniaux. Je pense que c'est dans les trois quarts du... Non, c'est dans... Non, mais dans mon évasion, elle en parle beaucoup, dans l'histoire de mon évasion. Non, mais il y a un personnage déguisé, je pense que c'est dans les trois quarts du temps. Il a touché trois. Oui. Où elle décrit Parce qu'il y a plusieurs le fois où côté c'est inspiré fantasque d'une histoire. de ça. Oui. Non, et puis on comprend ce qu'elle dit, c'est qu'elle voulait être neutre en fait. Elle voulait Oui. pas qu'on la regarde, elle voulait pas. Mm. Une mère excentrique, c'est très spécial d'avoir une Pour mère les excentrique. adolescentes, c'est souvent difficile. Une mère qui est tellement visible. Et puis qui lui disait, elle lui disait quelle chance d'avoir tous ces gens dans notre salon, ces gens incroyables, Oui. et il fallait avoir une conversation alors qu'elle révèle, elle disait mais j'ai 15 ans, moi qu'est-ce que je vais aller raconter à Picasso et à Picabia et donc c'était évidemment écrasant. On Écrasant. imagine que Moi, il y a une anecdote. Voilà, cantatrice. Et bon, qui n'a pas été cantatrice, donc le soir, à la fin des dîners, elle montait sur la table, elle chantait. Et maman, c'était terrorisée par l'image. Pétrifiée. On comprend parce qu'on aurait tous été Au terrorisés. sport d'hiver. d'hiver, maman a 18 ans. Elles sont dans un grand hôtel, Pater, Nicole, Flora, maman. Et le soir, on s'habillait et on mettait ses bijoux. Et le premier soir au restaurant, très chic, maman a aucun bijou. Et ma grand-mère lui dit tes bijoux. Et maman, l'air piteux, dit je les ai oubliés. Ma grand-mère furieuse, que c'est un endroit où on dansait, etc. Elle a pris l'escalope à la crème, qui était non pas dans son assiette, mais dans l'assiette de maman, elle lui a jeté à la figure. Elle l'a en plein restaurant. Et qu'a fait maman? Rien dit, elle a repris l'escalope, elle l'a remis dans son assiette, elle s'est essuyée, elle a mangé, l'escalope. 18 ans, 17 ans. Non, plus jeune que ça. Bah, 16 ans, disons, enfin jeune fille à marier, disons, elle avait des bijoux et il fallait qu'elle parade. Elle avait oublié ses bijoux, donc maman était très soumise. Alors, on voit qu'il y a eu de l'évolution. Ah oui, c'est ça. Mais oui, elle vient de loin, Oui, maman. oui, mais, non, c'est une des choses fascinantes. Alors, on va terminer cet entretien par les grands combats, parce que finalement, on a parlé de l'amoureuse, de la fille, de l'amante, de la femme, mais il y a aussi ces grands combats qu'on trouve dans Aristote et qui parfois l'ont inspiré. C'est le cas, ça m'a surpris en relisant l'ouvrage, je n'avais pas le souvenir que finalement cet ouvrage, Aristote, est principalement né de la découverte des mutilations génitales. J'ai relu, je voudrais simplement citer cet extrait. On a mal au cœur, n'est-ce pas, quand on lit ça? On a mal au cœur de soi-même, on a mal à sa dignité d'être humain, on a mal pour toutes ces femmes qui nous ressemblent et qui sont détruites, et on a mal aussi pour tous ces imbéciles d'hommes qui croient indispensable d'être supérieurs en tout, et qui ont choisi pour cela la solution la plus dégradante pour les deux sexes, rabaisser l'autre. Comment s'est fait cette ouverture, comment cette découverte sur ces mutilations génitales, c'est un sujet qu'elle apporte alors qu'il était finalement absent. On peut peut-être reprocher à Beauvoir d'avoir une vision du féminisme qui est quand même très occidentale d'une certaine façon, et Benoît Drault vient ouvrir sur un ailleurs. Est-ce que cette forme d'universalisme, qui pour le coup est très beauvoirien, est-ce que c'est pas quelque chose qui aujourd'hui est peut-être lu difficilement par les jeunes générations féministes? Si, d'ailleurs, le livre d'Awatiam qu'elle avait préfacé, La parole aux négresses, dont on parle dans le film, a été réédité avec une préface qui est pas du tout critique de Benoît Drault, mais qui note quand même qu'elle n'avait pas une approche intersectionnelle, je crois Voilà, qu'elle dit. c'est Donc ça, c'est des grands mots. c'est surtout, bon, ça aurait été difficile d'être intersectionnel avant la lettre, mais c'est vrai qu'en plus je trouve que c'était pas, elle écrasait pas. En fait, ce qu'elle fait dans Ainsi soit-elle, c'est qu'elle met l'excision dans un continuum. Elle dit pas ces pauvres jeunes filles, elle dit c'est pareil, c'est un truc que l'on partage tous. C'est plus ou moins grave, évidemment, l'excision c'est peut-être au bout c'est ce qu'il y a de pire, mais il y a d'autres, nous on avait des ceintures de chasteté, tout ça s'inscrit dans un... Donc en fait elle a une critique qui est tout à fait systémique, comme on dit aujourd'hui, de la chose. Donc c'est ni, je trouve, une espèce de supériorité en disant je vais vous sauver, non pas du tout, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui à mon avis la touche elle particulièrement, parce que ça touche au corps et que je pense que c'était quelqu'un qui était très
très portée sur la force physique, en fait, la puissance. Elle a quand même une énergie, à mon avis, son féminisme est beaucoup lié à ça. Je pense que le choc qu'elle a ressenti avec le sujet de l'excision est lié à ça, à l'idée qu'on puisse s'en prendre au corps. Voilà, j'ai oublié le début de votre question. Non, c'était comment est-ce qu'elle a découvert l'excision et en quoi, effectivement, c'était un combat qui lui tenait à cœur. Je crois qu'elle a découvert par les travaux des ethnologues. Ouais, Oui, elle a lu à des la livres, Bibliothèque elle a- nationale, ouais, livres on faisait des d'ethnologie où les ethnologues disaient finalement c'est une coutume, on va pas se mêler. Oui, il y a aussi un livre de Et elle a témoignages interprété. qu'elle a lu qui lui a fait une espèce Oui. de déflagration. Oui. Elle a été très choquée par l'attitude des ethnologues qui disaient on ne doit pas se mêler de ça, c'est une coutume qui appartient à des tribus bien spécifiques, c'est pas à nous Européens. Pas seulement les ethnologues, les juristes aussi. Parce Oui, mais en fait, que c'est les ethnologues qui étaient sur place. Oui, d'accord, mais après ça a été continué parce que dans les tribunaux, quand il y a eu quelques procès pour ça, pour des petites filles qu'on a excisées en France, qui vivaient en France en tout cas, l'idée c'était non, on ne peut pas juger ça, c'est pas nous, c'est leur coutume, on doit respecter Mais leur coutume. il y avait, quand elle faisait des conférences pour Ainsi soit-elle, des gens qui venaient dans l'Assemblée lui disaient ce genre de truc, des féministes de Oui. l'époque, qui Oui, disaient c'est ça. laissez-les s'émanciper elles-mêmes. Alors qu'on mutile. Oui, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui revient justement? On parlait d'intersectionnalité, Je sais pas. est-ce qu'il n'y a Bonne pas question. chez une frange en tout cas du Oui. féminisme radical la volonté de dire bah, on n'a rien à dire, c'est C'est ça. culturel finalement, c'est le même argument qui revient d'une certaine façon sous Pour une le autre droit, forme. c'est- Donc est-ce que cet universalisme de Benoît de Groult est quelque chose qui est daté dans le temps ou qu'on peut encore lire En fait, aujourd'hui? moi, je pense qu'il faut que je travaille là-dessus parce que je ne sais pas vraiment où en est le combat pour l'excision. C'est-à-dire que là, il donnait des chiffres qui sont ahurissants, de 50 000 excisions en France. Donc c'était Ça remonte. Alors En- moi, ça remonte. quelques Je vous années. fais remarquer ça qu'on n'en remonte. parle pas. Voilà, on n'en parlait pas. Alors, je sais, en fait, je sais pas si on n'est pas au courant de ce que font les féministes. En tout cas, c'est vrai que c'est pas un sujet C'est qui pas, est c'est central. pas dans le discours féministe d'aujourd'hui, non, du tout. Non, et c'est Mais donc, très dommage. je me demande parfois si c'est parce que en France, en tout cas, c'est plus un problème, c'est moins Si, ferme qu'avant, c'est ça que je si. sais pas. Justement, je te dis que j'ai lu récemment dans Le Monde un article très sérieux, un journal très sérieux. Alors elle n'a peut-être pas gagné cette bataille contre l'excision, malheureusement. Il y en a un autre qu'elle a gagné, c'est celui de la féminisation des noms. Alors un des effets d'Ainsi soit-elle, et le succès d'Ainsi soit-elle, c'est qu'elle est requise. Elle qui est arrivée féministe sur le tard, elle est une sorte de référence dans certains milieux, et notamment politiques, du féminisme, raison pour laquelle Yvette Roudy lui demande, en 1984 de mon souvenir, de présider la commission pour la féminisation des noms de métiers, des grades et des fonctions. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce combat de Benoît? On l'a entendu avec les académiciens, c'était assez drôle à la mort de Marguerite Yourcenar, etc. Et on est quand même frappé, là, de voir que du temps a passé quand même, parce que, alors, à la fois du temps et pas du temps, mais vous allez me dire, parce que malgré tout, elle avait beaucoup de mal à se dire écrivaine, par exemple. J'ai l'impression qu'écrivaine, c'est passé, c'est acquis. Autrice. Autrice écrivaine. peut-être, on est en passe, mais pas tout à fait. Alors, Dans la jeune génération. qu'est-ce qui lui importait pourquoi ce combat lui importait, et pensez-vous qu'elle ait gagné? Alors moi je pense elle a en tout cas ouvert un débat, mais que c'est encore une lutte de tous les jours. Oh, ça, Blandine, il y a une ambassadrice qu'on voit très souvent sur la chaîne LCI qui a écrit un livre qui s'appelle Madame l'ambassadeur. Et elle veut qu'on l'appelle Madame l'ambassadeur. Et moi qui fais partie d'un métier d'artisan où il y a de plus en plus de femmes, j'imagine une femme qui fait de la reliure, elles ne veulent pas s'appeler relieuse. Une femme qui fait de la laque, elle ne veut pas s'appeler laqueuse. Il y a quelque chose qui résiste encore beaucoup. Et maman m'avait engueulée, elle avait raison parce que je disais artisan. Et maintenant, ça ne sort plus de ma bouche, je suis artisane. Mais c'est difficile. Alors maman pensait, Très difficile. ce qui n'est Encore. pas nommé n'existe pas. Et elle donnait l'exemple de Camille Rodin, quand elle a dit, Camille Claudel, elle aurait aimé. Camille Claudel, quand elle a annoncé à sa mère qu'elle voulait faire la sculpture,
Sa mère lui a dit, mais ma fille, tu ne vas pas faire un métier qui n'a pas de nom. Puisque c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'au Moyen-Âge, Non, mais à l'époque, oui, le Moyen-Âge, peut-être ça n'existait pas. Et donc le mot sculptrice n'est entré qu'en 1976 dans le Petit Larousse. Tu te souviens? Parce que maman est bon. Elle a montré le livre d'Elena dans Ça n'a pas de rapport. Bellottier en parle un peu, cette italienne, sociologue. Pas du tout la italienne. Non, féminisation. c'est que la façon de tenir les enfants. D'accord, d'élever des enfants. Mais moi, je trouve que c'est pas gagné encore, parce que je trouve que j'entends autour de moi tout le temps des C'est gens un qui ont du combat mal. d'arrière-garde. Aussi, hein, t'es Ah, moi, je d'accord? suis pas du tout d'accord. Ah, bah ouais. Tu penses comme Lisson? Ben Oui, oui, bien sûr. bien sûr. Ah oui, je Et pense que ça des- fait encore frémir des gens qui trouvent que Oui. ça n'a aucune importance. Et en fait, autant je comprends qu'on puisse trouver que ça n'a aucune importance. Ce qui est fou, c'est justement, je trouve, quand on regarde rétrospectivement, que elle, donc elle a gagné, puisqu'en 83 ou 4, ils ont fait passer énormément de noms, donc c'était officiel, évidemment. C'est bon, c'est fait, on dira. Je sais plus ce La qu'on a ministre, dit. La ministre. alors qu'on n'aurait jamais. Et le fait que ça s'impose comme une évidence devrait nous convaincre que ça va. Et Oui, oui. relax, ça va, ça fait bizarre au début et puis après ça passera. Mais de toute évidence, ça suscite encore des réactions Eh oui. outrées. Je me souviens plus qui encore à la télévision il y a 15 jours a dit, une femme me disait, mais je suis écrivain, je veux pas qu'on m'appelle écrivaine, je suis écrivain, c'est un nom générique. C'est pas gagné, c'est une bataille, ça va prendre une ou deux générations. Non, mais comment ne pas voir, comment défendre quelque chose comme ça? Comment ne pas voir qu'il y a quelque chose de perçu comme négatif d'être écrivaine? Quel argument est Quel argument? Ça n'a aucun sens. Et je trouve, parce que en fait, là on vient de parler de deux combats principaux en fait, de Benoît, qui dessinent quand même une ligne très bizarre, qui est très difficile quand on pense au féminisme d'aujourd'hui. La féminisation des noms de métiers et l'excision, ça n'a rien à voir. Mais au fond, il y a une espèce de bon sens en fait. C'est pour ça que Ainsi soit-elle, à mon avis, c'est tellement convaincant. C'est parce qu'elle arrive toujours à prendre les choses, à dire enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est tellement, elle l'emporte toujours parce que c'est une évidence ce qu'elle raconte. Elle le formule avec un aplomb. Voilà. Alors je rebondis là-dessus, justement, on est effectivement frappé quand on l'entend, de la clarté de son propos, de son art de convaincre, de son goût aussi de combattre. Pourquoi n'a-t-elle pas fait de politique et quelles étaient ses relations avec la politique, j'ai envie de dire avec le Parti Socialiste, j'ai envie de dire avec François Mitterrand? Elle était d'abord, à mon avis, beaucoup trop timide pour faire de la politique, elle manquait totalement. On la sent pas timide, hein? Non, elle elle était pas à la fin de sa vie, mais elle n'avait pas du tout suffisamment confiance en elle pour aller parler à des foules. Elle est timide, maman, et elle manque de confiance en elle-même. Elle a Alors à la manqué, fin, attends, elle a fini quand même, mais Les 30 dernières années, ça allait. Elle avait ses était tard, timide. très tard. Non, ben, je crois qu'elle ne peut pas tout faire aussi. Ça lui prenait beaucoup de temps d'écrire, de s'occuper de ses filles, de ses maisons, de ses amants. Mais ça ne l'a pas empêché de se battre beaucoup. Un autre combat qu'elle a mené, Elle a mené qui n'est ça. pas tout à fait gagné et qui continue à susciter, c'est la question de la parité, Ah oui, ça Ah ouais. aussi, ça a bien avancé. Même Elisabeth Badinter qui n'était pas pour. est devenue pour. Elle le dit maintenant. Et elles en ont beaucoup discuté toutes les deux. Mais oui, Mais si, il y a elle beaucoup de gagné. combats qu'elle a engagés qui ne sont pas gagnés. Oui, mais enfin, Pour lesquels bien il faut avancé. continuer, ils sont Mais ouverts, Rien n'est mais ils ne jamais sont pas acquis. gagnés. Alors, Alors je voudrais qu'on termine cette exploration du féminisme, on va passer ensuite au dernier combat, celui de la vieillesse, et on va en parler, mais il y a une chose qui m'a frappé, et je l'ai lu je crois dans le livre d'entretien avec Johnny Savigno, on en a parlé tout à l'heure, c'est que quand elle a envoyé Ainsi soit-elle à Simone de Beauvoir, celle-ci n'a pas répondu. Et vous me disiez qu'elle avait beaucoup souffert de ce silence de Simone de Beauvoir, on va peut-être le moduler dans quelques instants, mais on a le sentiment, et ça a peut-être été une souffrance pour Benoît Giraud aussi, je ne sais pas, c'est que parmi les écrivains, les romancières, elle n'était pas vraiment considérée comme une romancière, mais parmi les féministes, elle était une féministe à part. Pas politisée, je veux dire, on ne la rapprocherait pas, on la rapprocherait pas, pas oui, bien on la rapprocherait pas de Monique Wittig, on la rapprocherait pas non. même de Christiane Rochefort, j'ai envie de dire. Christiane est aussi un éléphant libre. Oui, Ah. bah, elle est plus revendiquée par les féministes. Ah oui, Ça, d'aujourd'hui, oui. oui. Mais il faut, c'est possible. je sais pas, moi si je suis d'accord avec le côté romancière, j'ai l'impression qu'elle était quand même reconnue comme romancière. Ah Elle bah était- oui, à l'époque, oui. Comme Mais écrivaine pour, féministe, moi j'ai l'impression, je lui donnerais oui. raison là. Hein.
Oui, mais Oui, c'est peut-être qu'on allé continue. Oui, peut-être. Non, mais sur les Maisons du Cœur a eu un succès énorme, mais c'était vraiment la romancière qui parlait. Non mais c'est vrai que par exemple quand elle va à Apostrophe pour parler des vaisseaux du cœur, on lui parle comme à une... Oui. Enfin bon, c'est difficile de séparer les deux parce que ces livres étaient aussi... Mais sa féministes. place dans le féminisme Alors, et sa ses place relations dans- avec les autres féministes. Bah, je pense qu'à la fois elle était vexée, mais il faut dire qu'elle était ulcérée par les féministes les universitaires, agressifs radicales. ou radicales. Ouais, en fait, ce qu'elle aimait, ce qui l'agaçait, c'était le jargon, Oui, c'est ça. les expressions toutes faites, voilà, ça l'énervait prodigieusement. Mais il y a des femmes qu'elle respectait énormément. Je pense à Antoinette Fouque, elle a fait beaucoup de conférences, de débats, parce qu'elles étaient vraiment pas d'accord. Marie Cardinal. Mais elle la respectait énormément. Donc elle avait des liens, mais qui étaient plus... elle n'était pas dans un groupe, quoi, ni dans une structure, pas à la librairie des femmes. Je suis étonnée quand il y a pas très longtemps, il y a eu un journal qui a fait un grand série d'articles sur les femmes féministes. Il n'y avait pas maman. Souvent, c'était dans elle, un supplément. C'était un supplément. Oui, je suis d'accord. Il n'y avait pas maman. Et je me dis, mais pourquoi elle n'est pas là? C'est bizarre. En général, elle y est. Quand c'est le Photorino Pas dans toujours. le 1, elle y est. Alors, Pas j'avoue toujours. ça. Alors pourquoi On ne va pas les réconcilier. Alors, dernier combat et on terminera cet entretien. Par rapport à la politique. Ah, oui, le PS et François Mitterrand. Maman était une militante de gauche. Elle avait sa carte du parti, un peu Paul qui a travaillé avec Mitterrand, mais elle n'a jamais été encartée. Paul ne voulait pas de carte. Maman était une femme de gauche, mais elle ne pouvait pas être militante au sens basique, mais elle militait par l'écriture, par ses combats. C'était une militante dans l'âme. Mais ils ont quand même monté le comité des écrivains pour le Parti Socialiste. Avec Paul. Oui, t'as raison. Ouais. Je sais pas qu'ils ont- Oui, c'était quoi, au moment de 81, un truc comme ça, je pense, oui, ouais. autour de 80. Ben, elle, c'était une femme de gauche. Elle Maman, militait ça, par c'était- sa plume, par les articles qu'elle pouvait faire aussi bien dans Mais les elle n'avait pas magazines. de goût pour Non. ni les manifs, Non. ni les C'était pas une réunions de militante. parti et tout ça. C'était pas une militante. Ben si, moi je trouve que si. Il faudra relire pour le savoir. Par sa plume, pas seulement dans son Valentine, qui a manifestation. bien étudié maman et qui n'est pas entachée de sentimentalisme, il n'était pas une militante. Une activiste, on va dire. Ça va Activiste, voilà. La vieillesse. La vieillesse qui inspire un très beau texte, La touche chez toi. J'aimerais que Sabine nous en lise un extrait. L'âge est un secret bien gardé. Dire ce qu'est la vieillesse, c'est chercher à décrire la neige à des gens qui vivent sous les tropiques. Pourquoi leur gâcher la vie sans soulager la sienne? Je préfère nier l'évidence en bloc et me battre le dos au mur tant que je peux encore gagner quelques batailles. Car il faut le savoir, en plus d'ouvrir la porte à bon nombre de maladies, la vieillesse est une maladie en soi. Il importe donc de ne pas la contracter. Vieillir est le sort commun, on le sait, vaguement. Chacun s'estime informé, mais le concept reste abstrait, et cette conscience de destin collectif de l'espèce ne prépare nullement à l'expérience solitaire de sa vieillesse et déchirante de sa mort. On peut vivre longtemps en constatant paisiblement cette loi générale. Quelques-uns parviennent même à se convaincre qu'ils seront une exception, les oiseaux. De mon côté, je n'ai aucune envie d'assister au vieillissement de mes enfants. Marion a 64 ans déjà, et j'ai pitié d'elle pour ce qui l'attend. Elle est toujours magnifique, mais la voir à 70 ans manifester les mêmes symptômes que moi serait pour moi un vrai scandale. Il n'était pas prévu jusqu'ici qu'une mère voie le beau petit humain qu'elle a mis au monde devenir un spécimen flageolant au regard terne et aux mains déformées. Et comment admettre que mes petites filles deviennent des quinquagénaires? La longévité détraque la chaîne des générations. Je nous imagine à Kerdruck au petit déjeuner, Marion et moi dans 10 ans, les cheveux teints dans notre ancienne couleur,
ouvrant chacune notre boîte de gélules, cartilage de requin, huiles essentielles oméga 3, anti-inflammatoires, anti-cholestérol, anti-tension, magnésium, silicium, zinc, vitamine D, HEA, et j'en passe. Nous les avalerions péniblement en contemplant la mer, vide désormais, car il aurait fallu vendre le bateau. C'est par amour pour la vie que je voudrais la quitter à temps, non sans un terrible regret. Mais je sais que tout ce que j'ai déjà perdu et tout ce qui s'en va chaque jour ne sera remplacé par rien. J'ai trop aimé courir, grimper, skier, conduire une voiture pour accepter de m'installer aux commandes d'un déambulateur. J'ai trop aimé le goût du vin, celui des single malt et le parfum de neige éternelle de la vodka pour voir devant mon assiette une bouteille en plastique pleine d'un liquide incolore, inodore et sans saveur. J'ai trop aimé vivre auprès d'un compagnon pour affronter les jours et les nuits, pour s'assaillir, pour discourir, pour ronchonner, pour lire à deux, pour rire aussi, pour tous les plaisirs et les déplaisirs de la vie et pour doucement vieillir. J'ai trop aimé m'agenouiller dans un jardin et humer l'odeur de la terre, et pêcher, et planter, et tailler. J'ai trop aimé le soleil en face, au zénith, et les baignades dans l'océan glacé, et les randonnées sur la lande, pour somnoler à l'ombre dans un jardin, une capeline sur la tête et une couverture sur les jambes, en attendant que le soir tombe, pour aller au lit. J'ai trop aimé pêcher, à pied ou en bateau, pour regarder sans pleurer partir les autres, le havenot sur l'épaule, leur hôte en bandoulière et les yeux pleins de lumière lors de chaque grande marée. Je veux m'en aller, ma hôte lourde de souvenirs, et les yeux pleins de la fierté d'avoir vécu vivante jusqu'au bout. M'en aller à mon heure à moi, qui ne sera pas forcément celle des médecins, ni celle autorisée par le pape, encore moins la mort au ralenti proposée par Marie de Henzel avec son plateau de soins palliatifs en devanture et son sourire crémeux. Curieusement, comme une compensation, je suis de plus en plus sensible à la beauté des choses, les toutes petites merveilles et les grands spectacles s'unissant pour me mettre les larmes aux yeux. Le bleu des pleins bagots, le vol des grues cendrées dans le peuple migrateur, le rosier nommé Cézanne, planté l'an dernier sans y croire dans un coin peu propice, et qui m'offre sa première rose bigarrée, rouge et jaune en novembre, quand je ne l'espérais plus, juste pour me dire « Ah, tu vois !» Un bateau de pêche qui rentre au port, la coque si bien taillée qu'elle ne laisse presque aucun sillage sur l'eau, le vieux marin debout à la barre, son chien dressé à l'avant, faisant l'important comme une figure de proue, et puis la chapelle de la baie des Trépassés et son calvaire de granit, né par les tempêtes et par les larmes des veuves. Et puis la poésie, curieusement, que j'aimais tant dans ma jeunesse, et que j'ai retrouvée depuis la mort d'Adrien avec une émotion d'adolescente. Te souvient-il, Hélène, comme nous aimions la forgue, et ces vers désespérés que je comprends mieux aujourd'hui? Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. Benoît Groult est une grande écrivaine de l'âge et de la vieillesse, comme Colette, mais je dirais que chez Colette, Colette est peut-être une écrivaine de l'acceptation de l'âge, et j'ai l'impression que chez Benoît Groult, c'est une écrivaine de la révolte contre l'âge, ce qui l'a conduit à deux choses, évidemment, c'est son combat contre la maladie, et puis son combat pour le droit à la dignité à mourir. Alors je voudrais partager, avant de parler de cette expérience qui vous a inspiré, Blandine, un très beau texte pour lequel je vous avais reçu. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous préviens, achetez des mouchoirs avant, et même beaucoup. Je partageais un souvenir personnel, c'est que la dernière fois que j'ai vu Benoît Groult, c'était en 2014, au ministère des Droits des Femmes, où Najat Vallaud-Belkacem avait organisé une rencontre avec des lycéennes, et des lycéens d'ailleurs. Et vous étiez là à ses côtés, très prévenante, très réassurante, parce qu'elle semblait un peu perdue, et vous dites dans La Mer Morte que c'est ce moment où vous avez pris conscience en fait de la maladie d'Alzheimer qui devait la terrasser. Est-ce que on a l'impression, je parlais tout à l'heure de cette révolte,
il y a aussi cette révolte contre la maladie qui prend la forme du déni, parce que finalement vous expliquez que toute sa famille, une partie de sa famille avait déjà eu la maladie Sa d'Alzheimer. mère, sa sœur, Flora. Oui. Donc elle en parlait, mais toujours sous la forme de l'humour. Elle pensait que c'était trop tard. Elle pensait qu'on avait pu Elle à était trop partir vieille. d'un certain âge. Elle n'aurait plus Alzheimer parce Oui. qu'elle avait passé 75 ans, 80 ans. 85, 90, bon. Et puis, pour les proches, quand on vit avec quelqu'un, c'est normal de perdre un peu la mémoire, de ne plus avoir les noms. Moi-même, ça m'arrive, je suis encore assez jeune. Et avec ma sœur, on se dit, oh, ben, c'est toi qui l'as, c'est toi qui l'as. Mais, donc, on ne peut pas se dire tout de suite c'est Alzheimer, il faut que ça se répète, il faut que ça s'aggrave, il faut qu'il y ait des... Puis on ne veut pas, même si on sait à quoi ça ressemble, mais on le sait puisqu'on a eu notre grand-mère et Flora. Mais donc on met ça sur le dos de l'âge. Maman avait fait un déni complet à l'idée qu'elle puisse mourir de la tête en fait. De toute façon, elle faisait le déni sur le corps et la tête. On sait qu'elle ne mourrait jamais, elle avait une santé de fer. Oui, mais enfin, Elle ne pensait pas qu'elle partirait elle par la acceptait, tête. parce qu'elle nous avait fait signer une lettre, si elle était paralysée, qu'elle ne puisse pas se suicider toute seule. Il fallait que, pour les médecins, dire qu'il fallait l'aider à mourir, il fallait faire la piqûre, vraiment, on lui avait juré. Mais elle ne pensait pas, elle n'a jamais pensé que ce serait la tête. Elle pensait que je serais peut-être paralysée, je ne pourrais plus rien avaler ou faire. Ça, elle voulait. Et le seul, on a retrouvé un journal, un début de journal en Bretagne, qui commence par, je commence un nouveau journal, c'est un nouveau cahier, par une triste nouvelle, je perds la mémoire. Ce journal me permettra peut-être, enfin, de me souvenir, et puis ça s'arrête là. Et ça s'arrête. Et c'est le dernier été, c'est l'été 2016, puisqu'elle est morte en... Non, c'est oui, 2015, puisqu'elle est morte en juin 2016, oui. Et donc ça, non, elle ne voulait pas, je ne sais plus quelle était la question. Non, mais ce déni prend aussi une forme qui m'apparaît à l'image, enfin, je pense que tout le monde l'a vu, c'est aussi cette mise en avant d'un corps joyeux, dynamique, cette hyper vitalité qu'elle avait là, c'était aussi une façon pour elle de revendiquer la vie contre Et la penser maladie. qu'elle ne serait jamais malade en fait, Elle serait toujours plus forte. mourir d'un coup, oui. Oui, la vie d'abord et avant tout, et elle ne voulait pas être diminuée sur aucun plan. Valentine, vous vouliez dire quelque chose? Bah non, parce que en fait moi je la quitte dans mon livre bien avant ce moment-là, je ne vais pas jusqu'à sa mort. Mais bon, son combat contre la déchéance physique, enfin même pas la déchéance, elle en est très très loin, sa lutte contre le temps est stupéfiante en fait. Oui. À mon avis, j'imagine que ça devait être difficile de vivre avec quelqu'un comme ça, parfois. Non, parce que L'énergie de... Ah, l'énergie, oui. Ouais. C'est parfois rien que le culpabilisant. Elle décrit ses journées avec le milliard de choses qu'elle a accomplies, plus elle a trouvé le temps de l'écrire dans son journal, tout ça en s'occupant des enfants. Je ne sais pas comment elle fait. On n'a jamais vu notre mère allongée en dehors de son lit la nuit. Ouais. Jamais fait une sieste. Non. Et même à la fin de sa vie, quand elle était fatiguée, maman, va te reposer. Non, non, non. Elle le faisait, elle s'allongeait jamais. Voilà, elle était toujours debout à faire quelque chose. Alors, j'aimerais qu'on termine cet entretien. Je l'invite chacune et chacun à relire les textes qui sont merveilleux. Celui de Blandine, les textes de Benoît, lisons, et bientôt celui de Valentine. J'aimerais qu'on évoque l'héritage, qu'on termine par cette question sur l'héritage de Benoît Groux. Que reste-t-il de ces combats? Bon, autant sur les combats qui ne sont pas encore tout à fait menés à leur terme, y compris celui de l'euthanasie, du droit à la liberté et la dignité à mourir. On le voit qui est dans les tuyaux, dans les débats, mais qu'elle avait devancé bien avant. Et je voudrais faire référence à un passage du film qui m'a beaucoup marqué, et je peux percevoir que c'était le cas aussi parmi vous. C'est son échange avec sa petite fille, Clémentine, puisque cette petite fille, nous l'avons reçue à Saint-Sauveur, puisqu'elle a fait un papier sur Saint-Sauveur en Puisay il y a quelques semaines, quelques mois. Et alors j'étais très frappé de cette opposition finalement entre deux générations différentes de féministes, enfin de femmes engagées, de femmes de leur époque, hein, qui revendiquaient en tout cas une forme de liberté. Alors ma question c'est, la jeune génération des féministes revendique-t-elle Benoît Groux? À part ma fille, oui. Tout ça, oui, parce que moi j'entends beaucoup de filles d'amis à moi qui me disent qu'elles ont découvert Benoît Groux et pour qui elle reste quelqu'un d'important. Ma fille, je ne sais pas pourquoi, elle est assez oppositionnelle de nature, hein, Oui.
Je sais pas si elle dirait la même chose aujourd'hui, mais... Trop tard. Valentine est amie avec Clémentine. Oui, Moi, je trouve qu'elle n'a pas tout à fait la place qu'elle mérite, pour être honnête. Benoît. Oui. J'ai l'impression que dans ma génération, encore un peu, mais la génération suivante, je trouve qu'elle mérite quand même d'être redécouverte. Mais je ne passerai pas par les combats, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui résonne. Pour moi, son intérêt, ce qu'elle transmet en fait, c'est cette énergie. Et c'est quelque chose de, c'est un sujet féministe, hein, elle en fait quelque chose de féministe. C'est par exemple, l'autre fois, j'interrogeais Chantal Thomas, je faisais un entretien avec elle qui adorait Benoît, et elle me parlait de ça, de son énergie, de quand elle entrait dans une pièce, et elle en a fait quelque chose de... Son amour de la vie. Son amour de la vie, les éléments, pouvoir aller en mer toute seule, mais c'est incroyable de pouvoir faire ça. Faire du vélo à Paris jusqu'à 85 ans, 6 ans, 7 ans. Alors, je ne traversais pas tout Paris, mais je venais à mon bureau. Enfin, c'était incroyable. Mais donc, c'est pas pour effacer son apport théorique, mais c'est quelque chose qui est assez absent et qui est du discours féministe, il me semble. Et en même temps, c'est très contagieux et c'est très inspirant, pour utiliser un mot à la mode. C'est très intéressant ce que vous dites. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est très rare de voir un corps en action comme ça, un corps complètement engagé dans ce qu'elle croit, dans son combat. C'est un corps en mouvement. Voilà. Je trouve ça extrêmement frappant, à tous les égards. Et ça, moi, ça me fait penser, vraiment, c'est le côté par lequel, pour moi, elle se rapproche de Colette, d'incarnation, de mouvement, d'être toujours dans le... Il y a une phrase que Colette dit après la mort de Marguerite Moreno. Elle était peu faite pour être morte. Et je trouve que ça va vraiment à maman. C'est génial. Et par ses écrits, si vous permettez, tellement vivants, tellement empreints de vitalité. Moi, je suis psychologue et je travaille beaucoup avec des jeunes à l'éducation nationale. Les jeunes femmes et les jeunes filles qui connaissent, qui ont lu ou qui ont entendu à la télévision, etc., expriment, reconnaissent un espèce de langage très moderne, très contemporain, très vivant en fait, empreint de sa vitalité. Donc c'est vrai que ça lui va très mal d'être morte, mais elle ne l'est pas. En fait, quelque part, elle ne l'est pas parce que sa parole, je pense, est encore entendue. Et à mon avis, c'est un tel personnage de roman que je suis sûre qu'on va avoir quelque chose. On va avoir, c'est obligé, un film. On a déjà beaucoup de livres et beaucoup d'écrits, mais voilà, c'est cette vitalité qui la rend vraiment moderne. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Et le fait aussi, l'ambivalence, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, c'était à la fois, comme vous l'avez décrit, une femme dans une certaine bourgeoisie, etc., mais à la fois qui a vécu avec cœur cet amour, toujours à jamais faire de choix en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je trouve que ça c'est très vivant aussi. Merci de cette intervention. Je propose de donner la parole à Benoît Groult pour terminer cet entretien avec un texte assez rare puisqu'il s'agit d'un poème de Benoît Groult. Fut un temps, j'avais un époux, un amant. Non, pas le même évidemment. Sans l'un, je n'eusse pas aimé l'autre autant. Fut un temps, nous avions 2 bateaux en même temps. Non, pas les mêmes, évidemment. Un pour la pêche de mon enfance et un Boston pour l'élégance. Fut un temps, je n'avais reçu aucun coup. Je ne sentais pas mon licou. J'étais heureuse, évidemment. Puis vint un temps où l'amour cacha son visage. J'aperçus la cambrure du monde et la probabilité du naufrage. Et j'étais heureuse, nonobstant. Puis vint le temps qui allait mettre fin au temps, au moment où je pénétrais dans cet ailleurs des gens âgés, où l'avenir sans lendemain et le passé sans survivant me laissaient entre 2 néants. Alors le temps dit, il est temps. Mais avant de quitter le monde, plonge-toi dans la beauté du monde, l'éternité de chaque jour. Pour qui n'est pas mort à l'amour, avant de quitter la fête,
jouis de la mer et du vent et de la poésie des poètes, pour qu'il n'existe pas le temps. Ce poème lui a été inspiré par, avec le temps, Léo Ferré, qui était un grand ami de la famille. Il se chante en fait, si on voulait le chanter, on pourrait le chanter. D'ailleurs, il y a un Irlandais, Oui, un Français qui vit en Irlande, qui est en train de monter quelque chose autour de maman, et avec cette chanson, oui, oui, il y a tout un truc qui se fait là, en Irlande. En tout cas, merci à toutes les trois. Merci Sabine. Merci à toutes de votre présence. Y a-t-il des questions parmi vous? J'ai l'impression de revenir quand j'étais prof, je posais des questions à la salle, et même pas. Alors moi, je voudrais simplement vous conseiller des lectures, c'est mon rôle. Alors, si vous voulez tout Benoît Goutte, ou presque, vous avez l'édition bouquin qu'a préfacé et préparé Blandine. Si vous avez des petites filles, des petites nièces, ainsi soit-elle, l'indispensable à offrir, à faire circuler Alors, partout. oui, je voudrais dire quelque chose, une anecdote. Un jour, je signais les livres de maman, dont ainsi soit-elle, une jeune femme vient, me dit, je demande à qui je le dédicace. Elle me dit à mon fils, je lui dis, bon, il a quel âge? 3 mois. C'est le premier livre que je veux lui faire dire. Donc il n'est jamais trop tard pour nous commencer. Un journal dont vous avez un livre dont vous avez entendu un extrait qui est un très beau texte, un des premiers succès, le journal à 4 mains. Un autre texte dont vous avez entendu un extrait qui parle de la vieillesse, de l'expérience de la maladie et de ce droit à la dignité à mourir, La Touche Étoile. Blandine est aussi écrivaine et romancière. Elle avait publié ce très joli livre, on en avait parlé ensemble, L'Involontaire. Lison nous parle de son expérience et de son héritage de groupe et filles. Et je termine avec le DVD si vous voulez l'offrir. J'ai l'impression de me transformer en Camelot. Et juste parce qu'elle devait être avec nous, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait un salon du livre. Mais vous la retrouverez à la Maison de Colette l'année prochaine puisque nous allons ouvrir avec une exposition qui s'appelle Dessine-moi Colette. Il se trouve que Catel est en train de préparer l'adaptation en roman graphique de Gigi. Donc elle viendra nous en parler, mais elle a écrit un magnifique roman graphique sur Benoît Goutte. Donc si vous voulez partager la vie de Benoît Goutte avec tous les gens que vous aimez, il y a cet ouvrage. Voilà, merci beaucoup.